Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode est L'Empire du Malheur, une histoire de la dépression. L'auteur de ce livre est l'universitaire américain Jonathan Sadowski, dont l'expertise est l'histoire de la psychologie. Publié en 2021, la réponse a été très enthousiaste et il a été rapidement traduit dans plusieurs langues. Au XXIe siècle, le mot dépression apparaît de plus en plus fréquemment dans la vie quotidienne des gens. Il a été révélé que de nombreuses célébrités souffrent de dépression, et le travail quotidien et la vie des gens ordinaires sont souvent freinés par la dépression. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent tristes et fatigués, mais ne savent pas s'il s'agit d'une émotion normale ou d'une dépression. Alors, comment savoir si on souffre de dépression? Quel est l'essence de la dépression? Quelles sont les opinions dominantes sur la dépression? La dépression peut-elle être traitée avec des médicaments? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. Sous l'attention du public, il existe sur le marché une infinité de livres sur la dépression, dont beaucoup prétendent pouvoir aider les gens à résoudre leurs problèmes émotionnels. Parmi les livres sur la dépression, celui-ci est unique. Il trie de manière concise et systématique les concepts, les théories, le statut du traitement et la culture de la dépression, et c'est aussi parce qu'il vous dit rarement franchement ce que les manuels d'auto-assistance et les experts en psychologie ne vous diront pas. Qu'y a-t-il d'autre à propos de la dépression? Les scientifiques doutent, se méprennent ou ne comprennent pas? Quel impact ces doutes, préjugés et angles morts ont-ils sur la prévention et le traitement de la dépression, voire sur notre vie quotidienne? On peut dire que ce livre met non seulement à jour nos connaissances sur la dépression, mais rafraîchit peut-être aussi notre compréhension de la psychiatrie, et même de la médecine dans son ensemble. Ensuite, nous vous expliquerons ce livre en 3 parties. Dans la première partie, comment les gens de différentes époques et cultures comprennent la dépression. Dans la deuxième partie, regardons quelle est l'essence de la dépression. Devons-nous comprendre la dépression d'un point de vue psychologique, social ou chimique? L'auteur présentera et évaluera ces 3 points de vue dominants sur la dépression. Dans la troisième partie, nous revenons sur la vie quotidienne d'aujourd'hui. Le taux de diagnostic de dépression augmente au XXIe siècle. La dépression semble être devenue un empire dans le domaine de la psychiatrie. Sommes-nous vraiment entrés dans une ère plus dépressive, ou le concept de dépression a-t-il été abusé? En répondant à ces questions, nous acquérons non seulement une perspective différente sur la dépression, mais nous acquérons également une compréhension plus profonde de nos propres émotions. Première partie. Comment des personnes de différentes époques et cultures comprennent la dépression? Il faut savoir que depuis l'Antiquité, l'être humain lutte contre la dépression morbide et propose d'innombrables plans de traitement. Cependant, de l'attention à un état pathologique, à la confirmation d'une maladie, jusqu'au traitement complet de la maladie. Comprenez qu'il y a un long chemin à parcourir. Allez! Les changements dans la compréhension de la dépression se sont également accompagnés d'innombrables pratiques médicales audacieuses, voire risquées. Bien que les scientifiques étudient la dépression depuis le XIXe siècle, ce n'est qu'en 1980 que la communauté psychiatrique a officiellement reconnu la dépression comme une maladie clinique et l'a incluse dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. À cette époque, la question de savoir s'il était vraiment nécessaire d'établir un nouveau nom, si le terme « dépression » était suffisamment précis et quels étaient les principaux symptômes de la dépression. Ces questions étaient également très controversées. Même aujourd'hui, la compréhension de la dépression par la science humaine est encore loin d'être suffisante, et nous ne connaissons toujours pas le mécanisme pathologique complet de cette maladie. La plupart des médicaments contre la dépression se sont avérés avoir des effets secondaires d'amélioration de la dépression dans d'autres expériences, puis ils ont été mis en service. Même après que la dépression ait été incluse dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, les entrées liées à la dépression ont été considérablement révisées à chaque révision du manuel. En d'autres termes, notre compréhension de la dépression est constamment mise à jour. Selon les époques et les milieux culturels, les gens ont des compréhensions différentes de la dépression. D'une manière générale, pour qu'une maladie soit reconnue, ses symptômes, son diagnostic et son traitement doivent être aussi objectifs et universels que possible. Cependant, les symptômes et le diagnostic de la dépression semblent être fortement influencés par la culture, elle est diagnostiquée beaucoup plus fréquemment en Europe et aux États-Unis qu'ailleurs, et les raisons restent floues. Selon une étude, plus d'un Américain sur 9 a reçu des médicaments contre la dépression entre 2011 et 2014, et ce taux n'est que plus élevé aujourd'hui. Vous constaterez peut-être également que dans les séries télévisées américaines, les gens consultent un psychiatre à cause de la dépression, ce qui est courant. L'auteur de ce livre donne également un exemple. Aux États-Unis, il y a une étudiante nigériane nommée Ifemelu. Elle est réfugiée et n'a aucun statut légal aux États-Unis. Elle ne peut donc pas trouver de travail et a de nombreuses difficultés. Dans la vie? Bientôt, Ifemelu a développé des symptômes tels que la léthargie, la tristesse et le retrait social. Sa tante, une psychiatre de formation américaine, pensait qu'il s'agissait d'une dépression classique. Mais Ifemelu a réfuté sa tante, attribué tous les problèmes de la vie à la maladie mentale et diagnostiqué tout inconfort comme une dépression n'est pas du tout une science, mais simplement une culture américaine. Elle pense que son état n'est pas une maladie, mais une réaction normale face à des difficultés majeures.
Tant qu'elle obtient son identité et trouve un emploi, tout ira bien. Plus tard, Ifemelu a résolu ses problèmes psychologiques en améliorant ses conditions de vie. Cela ne signifie certainement pas que la dépression n'est pas une maladie objective, mais cette jeune Nigériane a révélé une possibilité. La soi-disant dépression pourrait-elle être simplement un moyen pour les cultures européennes et américaines de comprendre le deuil? Il existe un terme spécifiquement utilisé pour décrire une maladie mentale fortement liée à la culture, appelé syndrome lié à la culture, également connu sous le nom de syndrome lié à la culture. Il fait référence à un ensemble de symptômes culturellement liés et seules les personnes d'un groupe ethnique ou d'une région spécifique signalent que les symptômes apparaissent en même temps, et certains symptômes n'apparaissent même que dans ces groupes ethniques ou régions. La population locale donnera à une maladie le nom de ces symptômes, mais cette maladie n'est pas reconnue par le monde extérieur. Les syndromes culturels courants comprennent le syndrome de rétrécissement malaisien, le mal du feu coréen et l'hystérie arctique, pour n'en nommer que quelques-uns. De nombreux chercheurs estiment que la plupart des syndromes liés à la culture ne sont pas des maladies indépendantes, mais des symptômes particuliers d'autres problèmes sous l'influence de la culture, ou simplement une habitude culturelle. Alors, la dépression pourrait-elle être un syndrome lié à la culture? Sadowski, l'auteur de ce livre, estime que l'existence de la dépression est étayée par de nombreuses preuves et revêt une signification sociale universelle. Ce n'est pas tant la dépression que la compréhension dominante de la dépression dans la psychiatrie et la psychologie moderne qui est culturellement conditionnée. L'auteur admet que la dénomination de la dépression elle-même est étroitement liée à l'histoire occidentale, en particulier à l'histoire occidentale moderne. De la Grèce antique au Moyen Âge chrétien, les hommes ont travaillé sans relâche pour nommer, analyser et traiter la mélancolie excessive. Lorsque l'anatomie est apparue, les gens étaient encore plus désireux de trouver la cause de la dépression dans le corps. On peut dire qu'avant le développement de la psychiatrie et de la psychologie dans la médecine occidentale, la recherche sur la dépression battait déjà son plein, et il y avait même un grand nombre d'éditions de livres. C'est juste que différents systèmes de dénomination et de connaissances se sont formés à différentes époques. À cette époque, le nom « dépression » n'était pas encore populaire. Avec la montée de l'humanisme, les Européens ont commencé à associer la dépression à la nature des êtres humains, estimant qu'elle est le reflet de la noblesse et de la sensibilité de la nature humaine. Cette compréhension a également un contexte culturel. Par exemple, Hamlet de Shakespeare est un représentant de cette noble mélancolie. Parce que son père a été assassiné et que le trône a été usurpé, il a ressenti la laideur du monde et a commencé à être dégoûté du monde. Il avait également des doutes sur le sens de l'existence et la nature des êtres humains, et a soulevé la fameuse question de « être ou ne pas être ». Ce charmant état de tristesse, de contemplation, de sagesse et de talent littéraire chez Hamlet est appelé « mélancolie ». Le contraire de la mélancolie est l'état mental de la petite amie d'Hamlet, Ophélie. Ophélie a également connu le malheur, mais elle a été submergée par le chagrin, est devenue folle et a perdu la tête. Cet état est appelé « dépression ». À cette époque, les gens croyaient que la noble mélancolie ne pouvait apparaître que chez les hommes européens et que seule la dépression morbide pouvait apparaître chez les femmes. Quant aux personnes hors d'Europe, comme les esclaves africains avec lesquels ils étaient en contact, ils n'avaient aucune idée de ces chagrins complexes. Ne pensez pas que ce sont des choses du passé. Les anciens préjugés culturels influencent encore aujourd'hui la psychiatrie et la psychologie, dominées par l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui recherchent un traitement médical pour la dépression sont des femmes, ce qui amène les médecins à déterminer des critères de diagnostic uniquement sur la base des symptômes des patientes. Même si les hommes trouvent le courage de traiter la dépression pathologique, ils sont souvent rejetés. Dans le même temps, des études menées dans de nombreux pays européens et américains ont montré que le diagnostic de dépression est plus strict pour les personnes de couleur que pour les personnes blanches, et de nombreux médecins sont plus enclins à diagnostiquer la schizophrénie que la dépression chez les personnes de couleur. Compréhension insuffisante, changement fréquent de normes, contraintes de facteurs culturels et influence du jugement personnel, tout cela remet en question la rationalité de l'existence de la dépression. Cependant, l'auteur estime que ces incertitudes et influences culturelles sont apparues dans le processus de compréhension humaine de nombreuses maladies. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, qui est aussi une maladie mentale, a été reconnue avant que le mécanisme cérébral soit confirmé, c'est particulièrement vrai pour la fameuse tuberculose. D'ailleurs, même si la médecine ne l'admet pas, cette maladie n'existe-t-elle pas? L'auteur souligne en outre que la médecine est à la fois une science et un consensus social. Citant la psychiatre Nancy Andersen, il a souligné que tout au long de l'histoire de la médecine, personne n'avait jamais réussi à trouver la frontière entre maladie et santé. En d'autres termes, sans parler d'une maladie spécifique, même la catégorie de « maladie » elle-même n'a pas de définition claire. Par conséquent, au lieu de plonger dans des impasses objectives, pures et clairement définies, il est préférable de considérer les besoins et les sentiments des gens. Ces besoins et sentiments sont également réels. Bien que le système de connaissances sur la dépression soit influencé par la culture européenne et américaine, dans de nombreux autres groupes ethniques, la dépression peut également se manifester par un syndrome culturellement conditionné. Partout dans le monde, la dépression peut prendre de nombreux visages, comme l'hystérie,
la neurasthénie, le cœur qui coule, le mal du feu, et même l'expression « cette personne pense toujours trop ». Ces transformations ne remettent pas tellement en question la dépression. De la maladie peut plutôt enrichir le contenu de la dépression. Aujourd'hui, la plupart des experts conviennent que la dépression n'est pas un ensemble unique de symptômes et que ces symptômes, son diagnostic et son traitement sont tous influencés par la culture. L'attitude de l'auteur est la suivante: quoi qu'il en soit, nommer la dépression aide les patients à exprimer leur douleur. Considérer la douleur comme un problème est la première étape vers sa résolution. La seconde partie. Examinons ensuite les principaux désaccords au sein de la communauté universitaire à propos de la dépression. Quelle est la nature de la dépression? Est-ce psychologique, sociale ou chimique? C'est également le contenu de notre deuxième partie. Cette question peut paraître abstraite et métaphysique à première vue, mais c'est cette question abstraite qui détermine si les gens traiteront la dépression et quelles méthodes ils utiliseront pour traiter la dépression. Dans le même temps, l'auteur rappelle également, il n'est pas nécessaire d'adopter une approche soit l'un soit l'autre pour traiter la nature de la dépression, et les différentes méthodes de traitement ne sont pas complètement exclusives. La médecine dans le passé a fait un détour sur ce point. En médecine moderne, la théorie psychologique est la plus connue. Le pionnier de la psychologie est l'école de psychanalyse. Freud, le fondateur de cette école de pensée, a parlé de la dépression dans un article célèbre intitulé « Deuil et mélancolie ». Il croit que la cause profonde de la dépression est qu'une personne a perdu quelque chose d'important, mais pour une raison quelconque, elle est incapable de l'exprimer ou n'est pas disposée à l'admettre, ce qui provoque un repli de la colère vers l'intérieur. Pour traiter la dépression, la thérapie par la parole peut être utilisée pour permettre au médecin de creuser profondément dans le subconscient du patient et de le guider vers la véritable source de sa colère et de sa perte, atténuant ainsi son état. Jung, représentant d'une autre branche de l'école psychanalytique, pensait que la cause profonde de la dépression était une faible énergie psychologique. Pourquoi l'énergie mentale est-elle faible? Parce qu'il est transféré du monde extérieur de la conscience et transformé vers l'intérieur dans le subconscient intérieur. Jung pensait que lorsqu'un patient déprimé ressent un manque d'énergie et ne peut pas se concentrer sur la vie quotidienne, son subconscient lui dit « Eh, arrête de faire des histoires à propos des choses extérieures et fais attention à moi. J'ai quelque chose à te dire. » Jung comme Freud, il préconisait l'utilisation de la thérapie par la parole pour traiter la dépression, mais il pensait que les médecins devraient guider les patients pour qu'ils découvrent dans le subconscient, non pas la douleur refoulée, mais les opportunités non exploitées de modifier les schémas cognitifs et comportementaux. Outre l'école de psychanalyse, une autre école désormais populaire dans la pratique clinique, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, estime également que la cause profonde de la dépression est psychologique. Cette école de pensée estime que la cause profonde de la dépression est la mauvaise pensée logique du patient, comme penser que tout est de sa faute, ou qu'il n'a aucun moyen de contrôler sa vie, etc. Les médecins peuvent partir à la fois du comportement et de la réflexion pour corriger ces concepts biaisés, et la maladie sera naturellement soulagée. La théorie sociale est une deuxième vision de la nature de la dépression. Il existe une controverse importante concernant ce point de vue: si la dépression et la douleur ont des causes sociales légitimes et réelles, sont-elles considérées comme une dépression? Beaucoup de gens pensent que la dépression qui a des causes légitimes n'est pas considérée comme une dépression, et Ifemelu, étudiant réfugié nigérian susmentionné, semble le penser. Dans la vie quotidienne, les gens plaisantent toujours et disent « Vous n'êtes pas déprimé, c'est une réaction normale de ne pas avoir d'argent, pas de travail et pas d'amour. » Le sous-texte de cette blague est également le suivant: seule la tristesse dépourvue de raisons raisonnables et réalistes est considérée comme une dépression. La psychiatrie antérieure partageait également ce point de vue. Cependant, à mesure que le traitement était davantage axé sur le soulagement des symptômes, les psychiatres ont progressivement changé d'avis. La 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de 2013 a déterminé que lorsqu'une personne ressent une détresse mentale, même si la douleur a une raison sociale raisonnable, cela ne l'empêche pas d'être diagnostiqué comme souffrant de dépression. Être traité comme une dépression. Certains psychologues, notamment ceux de l'école psychanalytique, ont ouvert une autre voie pour étudier la dépression et ont commencé à rechercher les causes sociales de la dépression. Comme mentionné précédemment, les femmes sont généralement plus souvent diagnostiquées comme dépressives que les hommes, en partie à cause de préjugés traditionnels. La tristesse des hommes est une manifestation de sagesse et la tristesse des femmes est une maladie qui nécessite un traitement. De plus, la société n'encourage pas les hommes à montrer des émotions vulnérables, ce qui rend les symptômes dépressifs des hommes plus cachés, ce qui est aussi une raison. En outre, les chercheurs ont également observé que la discrimination sociale et l'inégalité entre les sexes placent plus fréquemment les femmes dans des situations d'isolement et de stress. Le discours dominant minimise ces douleurs, ce qui rend les femmes plus vulnérables à la dépression. De même, de nombreuses études montrent que les groupes défavorisés sont plus susceptibles de souffrir de dépression: les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, les enfants handicapés ou malades, les réfugiés et les exilés, et bien sûr les personnes à faible revenu, sont tous plus susceptibles de développer une dépression, même si cela est rare. Rencontrer des personnes pauvres souffrant de dépression dans la vie quotidienne,
Mais l'auteur le rappelle, le lien entre pauvreté et dépression est en fait tout à fait naturel. Une analyse sociale de la dépression est significative car elle aide les patients à éviter de rejeter la faute sur eux-mêmes pour tous leurs problèmes, et elle permet également aux psychiatres et aux psychologues de savoir quel groupe de personnes ont été négligées par la dépression, ce qui affecte souvent leur vie. Les personnes les plus susceptibles d'être pauvres n'ont peut-être tout simplement pas le temps et l'argent nécessaires pour se faire soigner. La médecine considère la dépression comme une maladie et se concentre sur l'amélioration des symptômes, ce qui a également conduit à l'émergence progressive de la théorie chimique, qui constitue la troisième vision de la nature de la dépression et est actuellement la vision dominante dans la pratique clinique. Les scientifiques ont essayé de traiter la dépression avec des médicaments et des interventions chirurgicales, neurosyphilis, lobotomie, insulinothérapie, traitement des convulsions, etc. Vers les années 1950 et 1960, les scientifiques ont finalement découvert que le manque de neurotransmetteurs, qu'il s'agisse d'un apport insuffisant ou d'un fonctionnement anormal des récepteurs, était une cause importante de dépression. En termes simples, les neurotransmetteurs sont un outil de sortie pour les neurones. Les neurones, c'est-à-dire les cellules nerveuses, synthétisent les neurotransmetteurs et les libèrent dans la fente synaptique à l'extrémité, où les neurotransmetteurs rencontrent les récepteurs suivants sur les neurones, se combinent avec eux pour provoquer une réaction chimique, et le signal nerveux est transmis. Les neurotransmetteurs permettent aux gens de rester éveillés, de vivre des émotions riches, d'apprendre rapidement, de reconnaître et de se souvenir, d'effectuer des mouvements physiques, et bien plus encore. Si ces neurotransmetteurs font défaut ou ne peuvent pas être transmis pour une raison quelconque, les gens seront engourdis, somnolents et paresseux. Les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause l'absence de ces neurotransmetteurs et ne peuvent pas non plus les créer à partir de rien, mais ils ont découvert que les médicaments peuvent supprimer leur disparition. C'est sur la base de ce principe qu'est né le célèbre médicament, Prozac. L'efficacité du Prozac est relativement stable et ses effets secondaires sont relativement faibles. Il est rapidement devenu le médicament le plus couramment prescrit contre la dépression et est toujours utilisé aujourd'hui. L'auteur de ce livre estime que le Prozac a non seulement atténué les symptômes de la dépression, mais a également complètement changé la compréhension de la société par rapport à la dépression. Maintenant que la maladie peut être guérie, les médecins n'ont plus besoin de consacrer du temps et des efforts à analyser les symptômes individuels de la dépression. Les causes sociales nécessitent une longue consultation psychologique, alors que 5 minutes seulement sont consacrées à l'évaluation des symptômes et à la prescription des médicaments. Depuis lors, la dépression est véritablement devenue une maladie clinique comme la pneumonie et l'ulcère gastrique, avec des méthodes de diagnostic et de traitement standardisées et une efficacité prévisible. Après que les médicaments dépressifs soient devenus largement utilisés en clinique, le nombre de diagnostics cliniques de dépression a considérablement augmenté. Les médecins ont commencé à décrire la dépression comme un rhume mental, ordinaire, et les patients non déprimés ont également commencé à suivre les conseils du médecin et à acheter divers médicaments antidépresseurs. Bonheur et améliorer l'efficacité. Les antidépresseurs ont non seulement changé la vision du public sur la dépression, mais ont également changé la vision des gens sur la santé mentale et même sur leur relation avec leur propre âme. Par conséquent, l'auteur estime que l'ère qui a suivi l'invention des antidépresseurs peut être appelée l'ère du Prozac. Aujourd'hui, nous vivons toujours à l'ère du Prozac. En général, il existe 3 points de vue sur la nature de la dépression. La théorie psychologique prête attention au caractère unique des cas individuels et aide les patients à se dépasser. La théorie sociale permet à la dépression de sortir du niveau individuel et de rechercher le système social qui la produit. La douleur, la théorie chimique, est consacrée au soulagement simple et direct des symptômes douloureux. Il existe de nombreuses controverses autour de ces 3 points de vue. Mais l'auteur estime qu'il ne s'agit pas d'une question de choix, la dépression est à la fois personnelle et sociale, elle est à la fois psychologique et physiologique. La 3e partie. De l'explication précédente, nous pouvons voir que l'auteur a une attitude positive envers la confirmation, le diagnostic et le traitement de la dépression, mais il a également évoqué une préoccupation commune. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la compréhension de la dépression par les gens a augmenté. Souffrant de dépression continue d'augmenter. Au XXIe siècle en particulier, il semble que la plupart des gens ont le sentiment d'avoir été ou de souffrir de dépression. Sommes-nous entrés dans l'ère de la dépression, ou le concept de dépression a-t-il été abusé? C'est la 3e partie de notre explication. De nombreuses personnes ont soulevé des questions similaires dans la vie quotidienne. L'auteur est ouvert d'esprit sur cette question, mais ses idées de discussion claires méritent notre compréhension. Premièrement, l'auteur reconnaît que la dépression a progressivement remplacé d'autres concepts comme principal moyen d'expliquer la souffrance mentale dans la psychiatrie et la société occidentale. Ce changement a ensuite eu des conséquences généralisées, conduisant à une augmentation massive des diagnostics de dépression dans le monde. En ce sens, il a déclaré que la dépression et sa culture sont devenus une sorte d'empire. Cependant, l'augmentation des diagnostics de dépression n'est pas nécessairement due à une mauvaise utilisation du concept par les médecins. La possibilité la plus courante est que davantage de patients auparavant négligés soient désormais diagnostiqués. Comme mentionné précédemment, les Européens et les Américains pensaient que les hommes européens et américains souffraient rarement de dépression,
que les personnes de couleur n'étaient pas du tout déprimées et que personne ne se souciait de la santé mentale des groupes défavorisés. Aujourd'hui, ces conditions ont été partiellement corrigées. Dans les pays en développement, à mesure que les économies se développent, que davantage de personnes sont en mesure de prendre soin de leur santé mentale et que la stigmatisation entourant la dépression diminue, ces facteurs entraîneront une augmentation des diagnostics de dépression. Une autre possibilité d'augmentation des diagnostics de dépression est que les gens deviennent en réalité davantage déprimés. Beaucoup de gens pensent que nous vivons aujourd'hui une époque déprimante, les gens sont isolés les uns des autres, la vie est rapide et la concurrence est forte. Ceux qui partagent ce point de vue doivent répondre à une question, même si la vie est mauvaise aujourd'hui, elle est toujours meilleure qu'elle ne l'était au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Pourquoi le taux de diagnostic de dépression est-il aujourd'hui plus élevé? L'auteur estime que même si la vie matérielle d'aujourd'hui est bonne, les conditions idéologiques des gens ont effectivement changé. Il a rappelé qu'au milieu du XXe siècle, de nombreux diagnostics de troubles anxieux avaient été diagnostiqués et que certains appelaient cela l'ère des troubles anxieux. Aujourd'hui, nous avons inauguré l'ère de la dépression. Les frontières entre les deux troubles sont floues, mais il existe une différence intuitive, l'anxiété est l'anticipation d'un danger imminent, tandis que la dépression est le sentiment de perte déjà ressenti. Au milieu du XXe siècle, l'économie d'après-guerre a atteint son point le plus bas et diverses industries se sont développées de manière ambitieuse. Les gens avaient de l'espoir pour l'avenir, mais ils craignaient que la guerre froide ne se transforme en guerre chaude ou ne suive la tendance de la guerre froide. Les temps, donc ils se sentaient généralement anxieux. Après les années 1970, l'économie néolibérale devenue populaire dans le monde entier a creusé le fossé entre riches et pauvres et la croissance économique globale a ralenti. Les gens se sont généralement sentis déçus, désillusionnés, privés et ne croyaient plus au progrès. Le néolibéralisme a également créé une atmosphère sociale égoïste. Les relations entre les gens sont rompues et le réseau de soutien social est désintégré. La colère des gens ne peut être tournée que vers l'intérieur et vers eux-mêmes, comme le disait Freud, se manifestant par une dépression. La troisième possibilité d'augmentation des diagnostics de dépression est naturellement le changement des critères diagnostiques, appelés dérives diagnostiques, dans la terminologie du livre. Les auteurs préviennent que la dérive diagnostique n'est pas nécessairement une mauvaise chose et qu'elle est causée en partie par les progrès de la médecine conventionnelle. Dans le passé, les hôpitaux disposaient rarement de tels services ambulatoires et il n'y avait presque pas de cliniques psychiatriques et psychologiques, de sorte que seuls les patients les plus gravement déprimés étaient diagnostiqués et hospitalisés. Les méthodes de traitement sont risquées et douloureuses, ce qui fait également peur aux gens d'admettre qu'ils souffrent de dépression. À mesure que le nombre de cliniques augmente, davantage de patients présentant des cas bénins sont diagnostiqués et les médicaments deviennent moins intimidants. Bien entendu, une situation n'est pas exclue, un traitement médicamenteux pratique incite les médecins à diagnostiquer fréquemment une dépression. Selon les termes du livre, si vous avez un marteau à la main, vous trouverez des clous partout. Depuis le Prozac, les effets des drogues sont devenus de plus en plus évidents, ce qui a également déclenché un culte des drogues chez les gens. Les médecins veulent remplacer les conversations interminables et les analyses vagues par des médicaments. Parmi les patients, certains espèrent que la médecine pourra les aider à se débarrasser de toutes les émotions négatives et à devenir pour toujours une personne positive et en bonne santé. Certains sont impatients de prescrire des médicaments juste pour prouver qu'ils ne sont pas paresseux mais malades, et ainsi profiter des bienfaits d'être impatients. Quelques exemptions sociales, certains espèrent même que les médicaments pourront les aider à résoudre des difficultés extérieures et à faciliter la vie. Comme mentionné précédemment, non seulement le nombre de personnes diagnostiquées avec une dépression a augmenté, mais de nombreuses personnes non diagnostiquées prennent également des médicaments pour améliorer leur humeur. Les auteurs craignent que la popularité des médicaments ait un effet secondaire culturel, les gens acceptent de moins en moins les émotions négatives, à tel point qu'ils traitent toute souffrance comme s'il s'agissait d'une maladie. Cette situation est en partie due au fait que certaines sociétés pharmaceutiques glorifient à l'excès les effets des médicaments et promeuvent le « bonheur chimique », facilement disponible, faisant croire aux gens que les antidépresseurs sont des « médicaments heureux », elle est également en partie due au fait que certaines sociétés ont trouvé des points de croissance dans les antidépresseurs. On espère que la prise de médicaments permettra aux employés de réduire l'absentéisme, d'augmenter leur efficacité et de travailler avec bonheur. De toute évidence, la toxicomanie est une forme d'exploitation émotionnelle de soi-même ou d'autrui, et les drogues ne peuvent pas satisfaire ces désirs. L'auteur met en garde, si une personne est superstitieuse à l'égard des médicaments, les symptômes peuvent être aggravés parce que l'efficacité ne répond pas aux attentes, et si une entreprise est superstitieuse à l'égard des médicaments, cela peut nuire à la santé et à l'enthousiasme des employés et nuire à ses propres intérêts dans le domaine. À long terme, si une société est superstitieuse, les drogues tenteront de dissimuler divers problèmes avec la drogue, ce qui finira par conduire à une explosion de problèmes. Maintenant, récapitulons. Tout d'abord, l'auteur discute des diverses ambiguïtés entourant le concept de dépression, en particulier ses attributs socioculturels, puis expose son point de vue selon lequel, même si elle ne peut pas être mesurée avec précision, la mesure formelle de la dépression est à la fois raisonnable et nécessaire. Par la suite, l'auteur a introduit 3 théories sur la nature de la dépression, la théorie psychologique, la théorie sociale et la théorie chimique.
Il pensait que ces trois théories décrivaient différents aspects de la dépression et étaient en fait établies en même temps. Enfin, il répond à une question courante, vivons-nous à une époque de dépression? Il a gardé la question ouverte, mais a proposé 3 raisons possibles pour expliquer l'augmentation des diagnostics de dépression et a fait part de ses propres inquiétudes quant à l'utilisation abusive du concept de dépression. Après avoir entendu cela, vous pensez peut-être qu'il existe beaucoup d'ambiguïté autour de la dépression. Oui, d'une part, l'auteur admet franchement les limites de la compréhension humaine de la dépression, mais d'autre part, il rappelle au lecteur que l'ambiguïté et la prudence sont en réalité la norme en médecine. La médecine moderne est par nature à la fois une science et un consensus social. Son utilité est incontestable, mais elle a aussi ses propres limites et limites. La dépression doit être traitée comme une maladie, mais pas seulement comme une maladie. En fait, cela devrait également être l'attitude des humains à l'égard de nombreuses autres maladies. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.